Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés où nous allons parler du zéro artificialisation nette. Alors, tout d'abord, quel est le constat? Le constat, vous le voyez, 22% du pays est composé d'aires urbaines, alors que c'était 7% en 1936, et on a entre 5 et 9,5% du territoire français qui sera artificialisé, avec 28% de cette surface en infrastructure, 14% d'activité économique et 42% en habitat, avec toute une série d'explications à ce phénomène et de débats sur les agrégats précis à retenir. Ce rythme d'artificialisation se situe autour de 28 400 hectares par an, très majoritairement aujourd'hui pour de la construction de logements et des jardins qui vont avec. L'Atlas régional de l'occupation des sols en France, qui avait été fait en 2016, est d'ailleurs un document très intéressant qui confirme que cette progression de l'artificialisation des sols va légèrement en décroissant, mais que tout dépend des territoires dont on parle et qu'on retrouve encore et toujours un développement autour de l'Île-de-France, un développement sur le littoral, autour de très grandes agglomérations et le maintien de ce qu'on a appelé pour la métropole, la diagonale du vide entre certaines parties du sud-est et certaines parties du nord-est. Les causes du phénomène, elles sont bien connues, elles ont été étudiées de manière intéressante avec l'évolution des familles et la décohabitation, de la préférence pour la maison individuelle, le développement des infrastructures routières qui fait qu'on a eu un développement des premières couronnes, puis des secondes couronnes et parfois des troisièmes, une inadaptation parfois de la fiscalité, une sous-exploitation du bâti avec les problèmes notamment de logements et de bureaux vides dans certains centres, certains, pas tous, d'autres se sont gentrifiés, et des développements en résidence secondaire et le maintien de friches vides, notamment industrielles, avec des tas d'explications, y compris d'ailleurs environnementales. À partir de là, quelles ont été les recommandations et les textes? Dans un premier temps, il y a eu d'abord toute une phase de recommandations avec des études intéressantes. Voici quelques références ici de différentes études. Et puis, il y a eu la loi de 2010. Et oui Eric, en 2010, c'est la loi Grenelle, dit Grenelle 2 sur l'engagement national pour l'environnement, qui a posé dans la loi, dans l'ordre juridique, un objectif à atteindre pour les collectivités, qui est la modération de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, bref, qui impose de modérer l'artificialisation des sols. Et donc, pour mettre en œuvre cet objectif, quelques mécanismes avaient été prévus dès 2010, avec un petit décalage dans le temps, puisque le Grenelle 2 de 2010 prévoyait qu'à compter du 1er janvier 2017, tous les territoires qui ne seraient pas couverts par un SCOT ne pourraient plus ouvrir à l'urbanisation de nouvelles zones, ni autoriser l'ouverture pour accueillir des activités commerciales si celles-ci comportaient une superficie supérieure à 1000 m². Voici ici d'ailleurs quelques éléments de ces textes. Et donc on retrouve ces mécanismes-là avec un mécanisme supplémentaire prévoyant que si le représentant de l'État considérait que la consommation de l'espace sur le territoire était excessive, il pouvait enclencher un mécanisme visant à contraindre les collectivités soit à délimiter un périmètre de SCOT qui justement limiterait la consommation d'espace, soit à étendre le périmètre d'un SCOT existant pour atteindre ce même objectif. Donc ça a conduit à une mise au carré finalement des territoires, même si les normes elles-mêmes étaient souples, mais avec des outils puissants. Tentative de mise au carré. Voilà. Ouais. Après, sous la mandature Macron, il y a eu beaucoup d'instructions et de circulaires sur les zéro artificialisation nette, avec une instruction du gouvernement du 29 juillet 2019, où on a serré les boulons sur l'extension d'urbanisation, et on a beaucoup promu des outils qui à l'époque étaient récents, qui étaient les GOU, qui étaient les ORT, et puis les préfets se voyaient enjoindre de lutter fermement contre les logements vacants, au besoin par les moyens de réquisition, donner de priorité à la densification à proximité des secteurs desservis par des transports ou des équipements collectifs, pour éviter l'étalement urbain, mais aussi avec les coûts derrière que cela induit et qui à long terme ne sont pas toujours soutenables. Et il était demandé aux préfets de région d'établir des stratégies régionales articulées avec le SRADET dans ce domaine. Ceci est évidemment en parallèle avec des efforts de désimperméabilisation tant des espaces bâtis déjà, en termes de voies, etc., que de désimperméabilisation due à certaines pratiques agricoles, y compris en lien avec d'autres problématiques que celles de la biodiversité ou des espaces naturels, qui sont notamment des problématiques notamment de ruissellement, de GEMAPI. On a eu aussi toute une série d'éléments, par exemple un décret sur les adaptations nationales pour la préservation de la remise en état des continuités écologiques. Donc la continuité écologique
cours d'eau, mais aussi des trames vertes, des trames bleues, etc. Donc avec ce décret, et toute une série de documents sur des outils sur ce ZAN, zéro artificialisation nette. Et puis on est revenu au droit avec une ordonnance du 17 juin 2020. Alors effectivement, le mouvement s'est poursuivi avec l'ordonnance du 17 juin 2020 dont l'objet principal est de moderniser le contenu des SCOT, et notamment parmi ces outils de modernisation, le PADD du SCOT est supprimé et remplacé par un autre document qui s'intitule le projet d'aménagement stratégique, et l'ordonnance prévoit que parmi les objectifs que les SCOT doivent atteindre, il y a l'objectif tiré d'une gestion économe de l'espace limitant l'artificialisation des sols. Donc là, nous avons l'objectif de limiter l'artificialisation des sols qui est proclamé par cette ordonnance et qui va annoncer la loi la plus récente sur le zéro artificialisation nette. Il y a eu un volet aussi sur le CNAC, parce que finalement, les préfets avaient un autre outil, c'est que sur l'aménagement commercial, tout projet qui ne respecte pas le zéro artificialisation nette pouvait donner lieu à une vigilance du préfet, à des renvois en CNAC dans certains cas, et donc le Premier ministre a signé une circulaire du 24 août 2020 en ce sens. Il y a eu, c'est plus light en droit, mais ça conduit à la loi climat résilience, la Convention citoyenne pour le climat, qui comportait pas moins de 13 thématiques à ce propos, et puis concrètement, ça donnait quoi ? Alors, ça donnait, en fonction des territoires, parfois des procédures qui ont été bloquées ou en tout cas rendues un petit peu plus contraignantes par les préfets lors des élaborations ou de révisions de PLU ou de SCOT, lorsque les services de l'État estimaient que l'urbanisation prévue par ces documents était trop importante et entraînait une artificialisation des sols jugée trop importante. Alors ça conduisait beaucoup d'acteurs, et c'est encore le cas aujourd'hui, à se dire, du coup, si je veux avoir un développement urbain, il faut que je travaille évidemment, du coup, sur la reconquête de mes centres-villes, d'accord, des dents creuses, la reconversion de mes friches, mais au prix de travaux de dépollution parfois tout à fait considérables et de changement d'image, et puis parfois un travail cartographique qui n'est pas toujours fait, même s'il y a pas mal d'outils qui existent, mais parfois aussi de réflexion sur le point de savoir si sur certains territoires, on va pas aller vers un peu plus de verticalité que ce qui était aujourd'hui dans les PLU. Et donc un travail a été conduit et oblige à repenser un peu ce que l'on veut en termes d'aménagement. Ça conduit à des politiques parfois contraintes, mais de ces contraintes peuvent naître des réflexions intéressantes. Et puis les préfets maintenaient la pression avant même la loi climat résilience. Oui, sur certains territoires, toujours, certains outils juridiques ont été mobilisés par les représentants de l'État et notamment des outils d'aménagement pour encadrer, limiter l'extension de l'artificialisation des sols pour vraiment essayer d'atteindre cet objectif de limitation de l'artificialisation des sols. Et puis surtout, ils ont bloqué les SCOT ou PLU, PLUI, quand ceci leur semblait trop consommateurs d'espaces naturels ou agricoles. Oui, c'est vraiment dans des situations extrêmes, mais cela a pu arriver à certains endroits. Alors on peut toujours attaquer la décision de l'État, mais le temps que ça se fasse, évidemment, ça marche pas toujours. Et puis il y a la loi climat résilience. Alors effectivement, donc la loi climat et résilience, c'est la loi du 22 août 2021, la grande loi sur le climat du quinquennat qui s'achève. Et parmi les nombreuses dispositions de cette loi, le principe est posé selon lequel, dans les 10 prochaines années, l'artificialisation des sols devra être non pas supprimée, pourra toujours avoir lieu, mais elle devra être réduite de 50% par rapport à ce qui s'est fait jusque-là. Cela étant, cet objectif doit somme toute être relativisé puisque la loi prévoit tout de suite que le législateur à l'avenir pourra moduler cet objectif en fonction des territoires. Donc évidemment, on ne peut pas exclure que cette loi soit modifiée dans les années à venir pour soit durcir cet objectif, soit l'assouplir en fonction des pratiques qui vont commencer à être faites. Cela étant, ce que cet objectif implique et ce que prévoit la loi, c'est que dans différents documents d'urbanisme, et à commencer par les PLU, ces documents vont devoir inscrire dans leur texte que pour les 10 prochaines années, à compter de la promulgation de la loi, donc les 10 prochaines années qui viennent, la consommation des terres agricoles, naturelles ou forestières devra être inférieure au moins de moitié à celle qui a pu être constatée au cours des 10 dernières années. Donc, tout le monde sera obligé, en gros, de freiner d'une moitié en 10 ans, ce qui est quand même pas rien. Effectivement. On va prendre un exemple concret et chiffré. Si au cours des 10 dernières années, on a décidé d'ouvrir à l'urbanisation, on a urbanisé 10 hectares, ça veut dire que pour les 10 prochaines années, le document d'urbanisme devra prévoir que l'artificialisation autorisée à l'avenir ne pourra pas excéder 5 hectares, puisqu'il faudra atteindre ce seuil de 50%.
Quitte à ce que ça soit une nouvelle urbanisation de 7 hectares avec une renaturation de 2 hectares à tel ou tel endroit, par exemple. Voilà, on va le voir, il y a un mécanisme de compensation. Avec une absence totale d'artificialisation des sols qui est prévue pour 2050. Et alors là, alors effectivement, c'est un peu loin. Et puis, comme le législateur s'est réservé la possibilité de moduler cet objectif, voilà, c'est un objectif à long terme qui, pour l'instant, reste très théorique. En revanche, ce qui est beaucoup plus concret, c'est ce que prévoit la loi 2021, à savoir que cet objectif doit être intégré dans les différents documents d'urbanisme applicables, que ce soit des documents liés à l'aménagement, donc STRADET, schéma d'aménagement régional, schéma directeur régional d'Île-de-France ou le document d'aménagement spécifique à la Corse. Ces objectifs-là devront être intégrés pour le 22 août 2022 avec une finalisation de l'intégration de ces objectifs un an après, donc au 22 août 2023. Objectif de 2022 qui vient d'être changé par la 3DS, mais on en parle tout à l'heure. De même, la loi prévoit que ces objectifs devront être intégrés dans les SCOT dans un délai de 5 ans, donc jusqu'en 2026. Et ces objectifs devront être traduits là aussi dans les PLU, qui soient communaux ou intercommunaux, ou dans les cartes communales, dans les 6 ans, c'est-à-dire que les collectivités ont jusqu'au 22 août 2027 pour adapter leurs documents d'urbanisme, enfin leur PLU, pour intégrer cet objectif. Et puis, à défaut, il y a une suspension, je crois, de toute ouverture à l'urbanisation dans un SCOT qui ne serait pas, comme on dit, zanisé. Il ne répondrait pas à ces objectifs. Effectivement, le législateur, pour garantir l'effectivité de l'intégration de cet objectif dans les documents d'urbanisme, pour pas que ça reste un vœu pieux, a prévu des mécanismes de sanctions qui peuvent être radicaux s'ils sont appliqués. C'est-à-dire, ce que prévoit la loi, c'est que les collectivités qui n'auront pas joué le jeu, qui n'auront pas intégré cet objectif dans les délais que l'on vient de voir, ne pourront plus ouvrir à l'urbanisation de nouveaux territoires, voire même la loi prévoit dans certains cas que des nouvelles autorisations d'urbanisme ne pourront plus être délivrées dans les zones constructibles tant que ces objectifs ne seront pas intégrés. L'article 192 nous donne enfin une définition qui progresse un tout petit peu de ce qu'est l'artificialisation, en tout cas l'artificialisation dite brute. Alors effectivement, là on peut saluer l'une des qualités de cette loi, c'est de définir les notions qu'elle évoque, et l'artificialisation des sols, il y a une définition juridique qui n'est certes pas parfaite, mais c'est toujours mieux que rien, et qui précise que l'artificialisation des sols, c'est l'altération durable des fonctions écologiques naturelles d'un sol, en quelque sorte, et de son potentiel agronomique par son occupation, son usage. Reste par exemple à savoir ce qu'on va appeler altération durable. Là, je pense qu'il y aura beaucoup de jurisprudence pour savoir si on rentre ou pas dans cette catégorie. Et puis ça, c'est l'artificialisation brute, on peut avoir la nette, comme on l'évoquait tout à l'heure, par des compensations, c'est ça? Alors effectivement, la loi distingue en fait deux types d'artificialisation. Il y a l'artificialisation brute, dont on vient de voir la définition, mais il y a aussi l'artificialisation nette, qui elle est en fait un solde que l'on va devoir faire entre l'artificialisation brute qu'on pratique et la renaturation d'un sol qui a été artificialisé et qu'on désartificialise en quelque sorte. Et qu'on remet en naturel ou en agricole. Qu'on remet en naturel, en agricole. Certains font même du réensauvagement, c'est-à-dire que le territoire va redevenir un territoire sauvage où on remet des espèces végétales et animales et ensuite en faire une quasi-réserve. Mais la renaturation, là, suffit pour entrer dans le solde. Et effectivement, et dans ce cas-là, ce solde-là permettra de définir, de comptabiliser l'artificialisation nette qui est prévue dans le document d'urbanisme. La loi aussi précise un point important qui est de savoir, quand on fait un audit de territoire, quelles sont les surfaces que l'on doit considérer comme étant déjà artificialisées. Et la loi nous dit, ce que l'on doit prendre en compte, ce sont les sols qui sont imperméabilisés, soit parce qu'il y a du bâti dessus, soit parce qu'il y a un revêtement, ou qu'il y a des terres stabilisées et compactées et qui sont constituées de matériaux composites. Donc, concrètement, se posera la question, si on fait une montagne de terre, mais qu'en dessous, on a mis des déchets qui viennent de chantiers, etc., est-ce qu'on pourra considérer que cette terre est artificialisée au sens de cette définition? On peut penser que oui. Et puis, on a l'objectif de ZAN qui doit être introduit dans les différents documents d'urbanisme, donc y compris, comme tu l'as dit, SRADET ou les équivalents, SAR, PADUC et autres. Alors, dans des délais de 5 ans. Dans des délais réduits, puisque c'est quelques années, mais modifier un document d'urbanisme, quelques années, parfois ça peut être rapide. Et donc, le législateur prévoit que dans ce cas-là, pour intégrer ces objectifs, le recours à la procédure de modification simplifiée est expressément prévu pour accélérer le processus. Ça, pour les opérateurs, c'est essentiel, mais ça nécessite un peu de sécurité juridique et de prudence. Bien sûr, mais pour les collectivités, je pense que ça les aidera à atteindre cet objectif rapidement.
Autre point aussi de la loi, c'est que la loi prévoit aussi que les commissions départementales d'aménagement commercial devront maintenant tenir compte de l'artificialisation des sols causée par un projet dont elles doivent délivrer l'autorisation ou pas. En tout cas, parmi les critères, l'artificialisation des sols maintenant devra être prise en compte. Et ce sera donc un argument d'attaque pour les opposants. D'ailleurs, il y a un principe général de toute nouvelle autorisation d'exploitation commerciale portant sur un projet qui entraînerait une artificialisation des sols, c'est ça? Alors absolument, mais avec des exceptions, puisque pour certains projets et en fonction de certains seuils, ce principe général ne s'appliquera pas. Il y aura des dérogations qui seront possibles lorsque le projet aura une surface commerciale en dessous de 10 000 m² ou ceux de plus de 10 000 m² et dont le projet comporte une extension limitée, puisque si l'extension fait moins de 1000 m², dans ce cas-là, l'objectif tiré de zéro artificialisation pourra être écarté, mais il y a des garde-fous. Le projet pourra être autorisé s'il s'insère, s'il est dans la continuité de l'urbanisation existante et si ça répond vraiment à un besoin du territoire. Également, la loi prévoit aussi, toujours en matière d'aménagement commercial, que pour les projets qui normalement sont inférieurs au seuil où la commission départementale d'aménagement commercial, la CDAC, doit être saisie, même si le projet d'aménagement commercial est inférieur au seuil de 1000 m² qui est le seuil de saisine, désormais le conseil municipal de la commune concernée pourra, c'est une faculté qui lui est reconnue, pourra saisir la CDAC pour lui demander son avis si le projet entraîne une artificialisation des sols sur son territoire. Et puis, le maire ou le président devra faire un rapport tous les 3 ans, c'est ça? Alors effectivement, là aussi, c'est une innovation de la loi. L'exécutif local, donc maire de la commune ou président de l'intercommunalité, si c'est l'intercommunalité qui a la compétence PLU, devra au moins tous les 3 ans présenter à l'organe délibérant un rapport qui dressera le bilan de la lutte contre l'artificialisation des sols pour que justement un débat puisse avoir lieu et un vote. La loi prévoit que les élus devront se prononcer sur ce bilan. Et puis il y a une conférence des SCOT également au niveau régional. On a une définition aussi de la notion connexe qui est la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, c'est ça? Alors effectivement, la loi aussi permet de clarifier quelque chose qui était évoqué lorsque l'on préparait les documents d'urbanisme et parfois, effectivement, les interprétations divergeaient pour savoir qu'est-ce qu'une consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui est importante puisque ça permet de savoir, le document d'urbanisme, combien de consommation entraîne-t-il. La loi dit la consommation, c'est la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur le territoire concerné. La consommation des espaces est vraiment liée à la création de nouveaux espaces urbanisés. Et puis le PADD ne peut pas non plus d'ailleurs prévoir d'urbanisation de ces espaces, c'est ça? Alors, toujours la lutte contre l'artificialisation des sols et la lutte contre la consommation de terres naturelles ou agricoles. Et cet article 194 pose un principe selon lequel un PADD ne pourra ouvrir à l'urbanisation de nouveaux espaces naturels, agricoles ou forestiers que si les espaces urbanisés existants ont déjà été utilisés. L'idée, c'est de privilégier d'abord l'urbanisation des dents creuses, l'utilisation des dents creuses dans des espaces déjà urbanisés, avant d'ouvrir à l'urbanisation de nouveaux territoires. C'est comme en déchets, on favorise le réemploi, on favorise le réemploi également des terres déjà exploitées pour... En quelque sorte. Voilà. Alors, on a les orientations d'aménagement et de programmation qui continuent de s'enrichir, mais là on va vous donner quelques détails. Et puis pour les communes dans une zone fortement urbanisée, le règlement du PLU a de nouvelles contraintes. Alors, nouvelle contrainte. Il pourra prévoir, ce n'est pas une obligation, c'est pas obligatoire, mais il pourra prévoir dans certains secteurs un seuil minimal de territoire qui devra être réservé à des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables. C'est l'idée, notamment dans les centres-villes densifiés en urbanisation, de garder des espaces de respiration où on évitera l'imperméabilisation des sols à cet endroit. Oui, à l'époque où on a travaillé beaucoup lors des municipales, beaucoup de débats sur les forêts urbaines et autres. Au jour où nous parlons, 3 projets de décret ont été mis en concertation et en consultation jusqu'au 25 mars, je crois, sur la définition de nomenclature d'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi de ces objectifs, l'intégration dans les SRADET ou équivalent, SARS, DRIF, PADUC, et sur leur fameux rapport de tous les 3 ans qu'on évoquait tout à l'heure. Et alors, tout ceci s'est fait quand même avec quelques aides.
Je ne vais pas tout citer, mais il y a quelques documents et quelques textes à connaître. Le fonds Friche qui a été développé dans un cadre plus large d'aide à la construction durable avec la loi de finances pour 2021, qui ont donné lieu à un décret du 11 août 2021, puis un arrêté du 12 août 2021. Les montants précis et les modalités d'octroi ont été ensuite affinés par un autre texte du 25 octobre 2021. Et pour 2022, tout ceci a donné lieu à un abondement de 100 millions d'euros supplémentaires pour ce fameux fonds Friche avec 30 nouveaux lauréats. C'est important à connaître car on est sur certains territoires sur des enjeux tout à fait majeurs, car c'est là finalement qu'il y a du foncier disponible pour des projets de réindustrialisation qui peut-être n'aboutiront pas, donc pourquoi pas conduire à revoir autrement ces espaces disponibles. Il y a eu aussi une circulaire du 30 août 2021 dont voici les grands axes qui s'affichent. Et puis toute une série de nouveaux d'outils en 2021 et 2022 de guides. J'attire votre attention sur celui du ministère de la Transition écologique qui s'appelle Guide pratique pour limiter l'artificialisation des sols, où il y a beaucoup de choses quand même en son sein. Mais revenons au droit avec la loi maintenant 3DS du 21 février 2022. Ce qui change, c'est ni plus ni moins que 6 mois de plus pour l'objectif d'intégration au sein des SRADET, SARS, DRIF et PADUC, pas pour la date de finalisation du 22 août 2023, mais pour celle du lancement qui est repoussée au 22 août 2022. Ce n'est qu'un ajustement mineur, mais voici ici que s'affiche le nouveau calendrier. Et puis, dans cette loi, il y a aussi quelques ajustements, notamment sur les ORT et sur les autorisations d'exploitation commerciale. Voici ici les textes et une nouvelle circulaire du 7 janvier qui relance tout ceci et qui met en œuvre et qui annonce ce qu'il y avait dans le texte 3DS. Sur ce point, voici ici les principaux éléments de cette circulaire. Bon, il n'y a plus qu'à. Bon courage alors, parce que il y a quand même beaucoup de choses à préparer pour ajuster vos documents d'urbanisme et puis parfois repenser certains éléments des territoires. Oui, effectivement, et surtout d'autres textes vont très probablement aussi arriver pour préciser tout cela, dont il faudra évidemment tenir compte. Quelques conseils juridiques pour finir ? Il faudra veiller à tenir compte de toutes ces obligations que nous avons vues et dans le respect des règles de procédure applicables qui sont très importantes pour toute préparation d'un document d'urbanisme. Donc bon courage, au revoir. Bon courage à tous, au revoir et à bientôt. Merci, au revoir.